Un milliardaire épouse une domestique rejetée par tous. La cérémonie a choqué. Mais la nuit de noces a choqué encore plus. Un sombre secret a été révélé au moment décisif. Ce qu'il a découvert a changé son destin à jamais. Du haut du 70e étage de la Tour Étoile, Lucas Moncler observait Paris avec ce même regard calculateur qui lui avait permis de bâtir un empire. La ville s'étendait à l'infini sous ses pieds, un tapis de lumières et d'ombres, qui reflétait parfaitement sa propre existence, brillante aux yeux du monde, mais avec des recoins obscurs que personne ne devait jamais découvrir. Son reflet dans la vitre blindée révélait un homme de 45 ans qui semblait sculpté par le pouvoir. Le costume italien sur mesure, les cheveux grisonnants soigneusement coupés, la posture impeccable. Tout en lui avait été méticuleusement construit pour transmettre un contrôle absolu. C'était cette image qui ornait les couvertures des magazines et inspirait les gros titres sur le milliardaire qui avait révolutionné le marché financier mondial. « Monsieur Moncler ?» La voix de son assistante exécutive interrompit ses réflexions. « Le conseil vous attend. » Lucas ajusta sa cravate en soie d'un geste automatique. « Des nouvelles concernant cette affaire ?»« Oui, monsieur. La situation s'est compliquée. » Camille, toujours si posée, semblait perturbée. « Le journaliste n'a pas accepté notre offre. » Une légère contraction de sa mâchoire fut le seul signe visible de son inquiétude. « Je vois. Organise une réunion avec notre équipe juridique pour ce soir. » Alors qu'il marchait dans les couloirs miroitants en direction de la salle du conseil, Lucas conservait cette expression sereine qui le caractérisait. Personne ne pouvait soupçonner que, pour la première fois depuis des décennies, il sentait le contrôle lui échapper. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement du quartier de Belleville, Élodie Martin pliait soigneusement l'uniforme qu'elle porterait le lendemain. À 28 ans, elle semblait n'être qu'une travailleuse parmi des millions, luttant pour survivre dans la mégalopole. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon simple, et ses mains, bien que soignées, portèrent les marques d'un travail physique. « Tu es sûr de toi ?» La voix d'Antoine, son seul ami et confident, trahissait l'inquiétude. Il est encore temps de renoncer. Élodie sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « 12 ans, Antoine. 12 ans à planifier chaque détail. Je n'abandonnerai pas maintenant. » Elle se dirigea vers une petite commode et ouvrit le tiroir du haut. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois ancienne et Élodie en sortit une photographie jaunie. Sur l'image, une famille souriait devant une maison modeste. Un homme d'âge mûr, une jeune femme et une fille d'environ 16 ans. « Demain, tout commence », murmura-t-elle en caressant la photo du bout des doigts. Moncler Enterprises cherche une nouvelle gouvernante pour le manoir principal et je vais décrocher ce poste. « Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Antoine, s'asseyant au bord du lit étroit. Élodie rangea la photo et ferma le tiroir avec précaution. « Parce que j'ai passé les dernières années à me préparer pour ça. J'ai étudié chaque détail de sa vie, ses préférences, ses habitudes. Je sais exactement le type d'employé que Lucas Moncler recherche pour sa maison. Ce qu'elle ne révéla pas à son ami, c'est qu'elle en savait bien plus encore. Elle connaissait les réunions secrètes, les sociétés fantômes, les accords troubles. Et surtout, elle savait ce qui s'était passé cette nuit-là, il y a 12 ans, quand sa vie avait basculé à jamais. Dans le manoir Moncler, Lucas revenait enfin d'une journée épuisante. Il congédia le personnel et se servit un verre, chose qu'il faisait rarement. Le téléphone dans sa poche vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. La vérité sur l'opération Chimère va éclater. Cette fois, tout votre argent ne pourra pas acheter le silence. Il supprima le message, mais ses mains tremblèrent légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas Moncler, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle, ressentit de la peur. Il ignorait que, dans quelques heures, son chemin croiserait celui d'Élodie, d'une manière qui changerait à jamais le destin des deux. Le manoir Moncler était une forteresse déguisée en palais. Située en hauteur dans le marais, ses murs de verre et de marbre dissimulaient un système de sécurité complexe, rivalisant avec celui des ambassades. Élodie observa l'édifice imposant en attendant à la porte principale, son CV soigneusement préparé à la main. « Madame Martin ?» Le garde consulta une planche à pince. « Vous pouvez vous diriger vers la maison principale. Madame Dubois vous attend. » Élodie marcha à travers le jardin impeccable, ses chaussures modestes produisant un doux crissement sur le gravier. Chaque pas était calculé, ni trop hésitant, ni trop assuré. Elle avait répété ce moment des centaines de fois.
La gouvernante en chef, Sophie Dubois, était une femme austère dans la soixantaine, avec un chignon gris aussi serré que son expression. « Vous avez donc travaillé pour la famille Almeida pendant 5 ans. »« Oui, madame. » Élodie répondit avec l'humilité qui convenait. « Je peux fournir des références. »« Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons déjà vérifié toutes vos références. » Sophie parcourut le CV d'un œil critique. « Vos qualifications sont intéressantes. Trilingue, cours d'étiquette, expérience en organisation d'événements, un peu au-dessus de la moyenne pour une gouvernante, ne pensez-vous pas ?» Élodie était préparée à cette question. « J'ai toujours cru en l'amélioration de soi, Madame Dubois. Chaque emploi a été une opportunité d'apprentissage. » Avant que Sophie ne puisse répondre, une agitation à l'entrée du manoir attira leur attention. Lucas Moncler entra précipitamment, suivi de son assistante et de 2 hommes en costume. Son visage d'ordinaire impassible montrait des signes de tension. « Annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui, » ordonna-t-il à Camille, « et organisez une réunion d'urgence avec le conseil d'administration pour demain matin. » C'est alors que son regard croisa celui d'Élodie. Un instant, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être, ou un présage. Élodie baissa rapidement les yeux, jouant parfaitement le rôle de l'employée discrète. « Madame Dubois » appela Lucas, s'arrêtant brièvement. « C'est une candidate pour le poste de gouvernante, Monsieur Moncler. » Élodie. « Martin » Lucas l'observa un instant. Élodie pouvait sentir le poids de son évaluation, mais elle garda une posture modeste. « Et quelle est votre impression ?» Sophie hésita. « Eh bien, ses qualifications sont impressionnantes, mais engagez-la, interrompit Lucas, surprenant tout le monde. Quelque chose me dit que mademoiselle Martin sera un excellent ajout à notre équipe. » Sur ces mots, il se dirigea vers son bureau, laissant derrière lui un silence stupéfait. Élodie réprima un sourire. Le premier mouvement avait été fait. Ce soir-là, dans son appartement, Élodie tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. À l'écran, des documents et des photos traçaient une chronologie complexe, des archives de Moncler Enterprise, des articles de presse anciens, des rapports financiers. Dans un dossier spécifique, elle conservait des informations sur la mystérieuse opération Chimère, le point de connexion entre son passé et Lucas Moncler. Son téléphone vibra avec un message d'Antoine. « Tu as réussi. Oui, je commence demain. Élodie, es-tu vraiment prête pour ça? Une fois que tu entreras dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. » Elle regarda la photo de sa famille, maintenant collée au miroir de sa chambre. « Il n'y a pas de retour en arrière depuis cette nuit, Antoine. Moncler a détruit ma famille. Maintenant, je vais détruire tout ce qu'il a construit. » Dans le manoir, Lucas restait dans son bureau, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur. À l'écran, le dossier complet d'Élodie Martin, le vrai, pas celui présenté dans son CV. « Êtes-vous sûr de vouloir la garder près de vous, monsieur ?» demanda Camille, inquiète. « Compte tenu des circonstances, Sun Tzu, Camille. » Lucas répondit, un sourire énigmatique aux lèvres. « Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches. » Et le journaliste? Il a fait son choix. Lucas ferma son ordinateur portable. « Maintenant, nous devons nous préparer à la tempête qui arrive. Et peut-être... » Il regarda par la fenêtre vers la ville qui s'étendait sous la nuit. Peut-être que mademoiselle Martin est exactement la pièce dont nous avons besoin dans ce jeu. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que des forces plus grandes étaient déjà en mouvement. Dans un bureau du centre financier, un homme observait les mêmes informations sur son ordinateur. Pierre Laurent, le plus grand rival de Moncler et président de Laurent International, sourit en lisant les dernières mises à jour. « Alors la fille a réussi à entrer », murmura-t-il pour lui-même. « Parfait. Bientôt, Lucas Moncler découvrira que certains secrets sont trop coûteux à garder enterrés. » Le premier mois d'Élodie dans le manoir Moncler se déroula comme une chorégraphie méticuleusement répétée. Chacun de ses mouvements était précis, chaque interaction soigneusement calculée. En peu de temps, elle gagna la confiance de Sophie grâce à son efficacité impeccable et à sa discrétion absolue. Les autres employés l'admirèrent pour sa gentillesse, et même Camille, toujours méfiante, commençait à baisser sa garde. Mais c'était pendant les nuits que son véritable travail commençait. Alors que le manoir dormait, Élodie cartographiait chaque recoin de la propriété, mémorisait chaque routine, chaque code de sécurité. Ses mains, qui organisaient des dîners et supervisaient le nettoyage pendant la journée, glissaient maintenant sur des fichiers et fouillaient des tiroirs, toujours avec soin,
pour ne laisser aucune trace. Monsieur Moncler reçoit-il souvent des visites? Demanda-t-elle avec désinvolture à Sophie un matin, alors qu'elles organisaient l'emploi du temps hebdomadaire. Seulement des réunions d'affaires, répondit la gouvernante en chef, ajustant ses lunettes. Depuis le décès de son épouse, il y a 8 ans, il socialise rarement à la maison. Élodie absorba l'information comme une éponge. Chaque détail concernant Lucas était une pièce du puzzle qu'elle assemblait depuis des années. Ça doit être solitaire, commenta-t-elle, pesant chaque mot. Le travail, c'est sa vie, soupira Sophie. Parfois, je pense qu'il a construit tout cet empire pour combler un vide. La conversation fut interrompue par des voix élevées provenant du bureau principal. La porte était entr'ouverte et Élodie aperçut Lucas en pleine visioconférence, tendu. « Ne me menacez pas, Laurent. » Sa voix habituellement maîtrisée avait une pointe dangereuse. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous touchez. » Au contraire, Moncler, la voix sortant de l'ordinateur était douce, presque amusée. « Je sais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, et bientôt tout le monde le saura. » Lucas mit fin à l'appel d'un geste brusque. Son regard croisa celui d'Élodie à travers l'entrebâillement de la porte. Un instant, elle craignit d'avoir été découverte, mais il se contenta de lui faire signe d'entrer. « Mademoiselle Martin », sa voix avait retrouvé son calme habituel. « Acceptez-vous un café ?» Élodie entra dans le bureau, son cœur battant fort sous son apparence sereine. C'était la première fois qu'il se retrouvait vraiment seul. « Merci, monsieur Moncler, mais je ne voudrais pas vous déranger. J'insiste. » Il servit 2 tasses d'une cafetière italienne. « Vous avez été un ajout intéressant à notre équipe. » Elle accepta la tasse, l'observant avec attention. « Je fais simplement mon travail, monsieur. » Avec une compétence exceptionnelle, Lucas sourit, mais ses yeux restaient vigilants. « Vous savez, Élodie, puis-je vous appeler Élodie? J'ai toujours cru que les personnes les plus fascinantes sont celles qui gardent des secrets. » L'air entre eux devint chargé de significations non dites. « Nous avons tous nos secrets, monsieur Moncler, » répondit-elle, soutenant son regard. « Oui, » acquiesça-t-il, sa voix baissant d'un ton. « La question est, quels secrets sont assez dangereux pour changer des vies ?» Cette nuit-là, Élodie eut du mal à dormir. La conversation avec Lucas résonnait dans son esprit, chaque mot chargé de sous-entendus. Sur son ordinateur, un nouveau message d'Antoine clignotait. « J'ai découvert quelque chose sur Laurent. Nous devons parler d'urgence. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre notification apparut. Un email anonyme contenant seulement une photo. Son cœur s'arrêta en l'ouvrant. C'était une vieille image montrant son père aux côtés d'un Lucas Moncler plus jeune, tous deux souriant devant un immeuble commercial. La date dans le coin inférieur, exactement 2 semaines avant la tragédie qui avait détruit sa famille. Au sommet du plus haut immeuble de Paris, Pierre Laurent observait la ville nocturne tout en parlant au téléphone. « La fille est en place. Oui, Moncler l'a engagée, exactement comme prévu. Non, il ne soupçonne pas notre lien. Quand le moment viendra, elle sera notre atout parfait. Après tout, rien n'est plus motivant qu'une vengeance personnelle. Ce que Laurent ignorait, c'est qu'à ce moment précis, un autre joueur entrait en scène. Dans un café du centre-ville, Camille, l'assistante toujours fidèle de Moncler, rencontrait secrètement un homme mystérieux. « Elle cherche au mauvais endroit », dit l'homme en glissant une enveloppe sur la table. La vérité sur l'opération Chimère est bien plus complexe que quiconque ne l'imagine. La photographie qu'Élodie avait reçue déclencha une avalanche de doutes dans son esprit. Pendant des jours, elle observa Lucas avec un regard différent, cherchant en lui des traces de l'homme qui souriait aux côtés de son père sur cette image jaunie par le temps. Comment n'avait-elle pas remarqué cette connexion auparavant? Que ne savait-elle pas encore sur l'histoire qu'elle croyait si bien connaître? Un matin particulièrement agité, alors qu'elle organisait une importante réunion d'affaires dans le manoir, Élodie remarqua quelque chose d'inhabituel. Lucas semblait particulièrement tendu, consultant sa montre à plusieurs reprises. Le manoir était en effervescence avec l'arrivée imminente de grands dirigeants internationaux. « Élodie » l'appela Lucas quelques instants avant la réunion. « J'ai besoin que tu supervises personnellement cette rencontre. » Servez le café et restez dans la salle. C'était une demande inhabituelle. Normalement, le personnel ne restait pas pendant les réunions. « Oui, monsieur Moncler », répondit-elle, gardant un ton professionnel tandis que son cœur s'emballait à l'opportunité. Les dirigeants arrivèrent à l'heure. Parmi eux, Élodie reconnut immédiatement Pierre Laurent, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer.
Il était exactement comme sur les photos qu'elle avait étudiées, grand, des cheveux grisonnants et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Montclair », salua Laurent, avec une fausse cordialité. Quel manoir impressionnant. Presque aussi impressionnant que les squelettes que vous gardez dans le placard. Lucas garda son calme, mais Élodie remarqua ses doigts serrant légèrement le bord de la table. « Concentrons-nous sur les affaires, Laurent. Votre proposition de fusion est intéressante, mais nous devons discuter des termes. » En servant le café, Élodie captait des fragments de la conversation. Des chiffres astronomiques étaient mentionnés, des entreprises étaient nommées. Mais il y avait quelque chose de plus sous-jacent, une tension qu'elle pouvait presque toucher. En parlant de termes, commenta Laurent avec désinvolture, ses yeux suivant Élodie dans la pièce. « J'ai entendu dire que vous avez eu une rencontre intéressante avec un certain journaliste récemment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie feignit de réajuster les tasses sur le plateau, ses mains tremblant légèrement. « Attention, Laurent », la voix de Lucas était glaciale. « Certaines portes sont mieux laissées fermées. » Mais que faire lorsque les clés sont déjà entre d'autres mains? Laurent sourit, sortant une enveloppe de sa veste. Comme cette documentation. Sur l'opération Chimère, par exemple. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Camille, qui jusqu'à présent était restée silencieuse dans un coin, se leva brusquement. « Monsieur Montclair, appel urgent du bureau de Londres. » Lucas s'excusa et quitta la pièce avec son assistante. Élodie continua son travail, mais ses oreilles étaient attentives à chaque mot. « Impressionnante, votre nouvelle gouvernante », commenta Laurent à ses associés, assez fort pour qu'elle l'entende. « Si, dévouée. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, une famille traditionnelle qui a tout perdu du jour au lendemain. Quel était donc son nom? »« Ah oui, Martin. » Élodie faillit laisser tomber le plateau. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Comment le savait-il? Que savait Pierre Laurent d'autre sur son passé? Plus tard dans la soirée, Élodie reçut un message énigmatique d'Antoine. « J'ai découvert quelque chose sur Camille. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Retrouve-moi demain au café habituel. » Mais Antoine ne se présenta pas au rendez-vous. À sa place, Élodie trouva seulement un billet plié sur la table. « Certains secrets coûtent trop cher. Méfie-toi de ceux à qui tu fais confiance. » Dans le manoir, Lucas se trouvait dans son bureau, un vieux dossier ouvert sur la table. À l'intérieur, une série de documents jaunis et une photo, la même qu'Élodie avait reçue quelques jours auparavant. Il passa ses doigts sur l'image, ses yeux perdus dans des souvenirs. « Monsieur », Camille entra précipitamment. « Je viens de recevoir une information. Élodie Martin n'est pas seulement la fille de Jean Martin, elle est l'héritière légitime de tout cela, » compléta Lucas, son regard toujours fixé sur la photographie. « Je l'ai toujours su, Camille. La question est, le sait-elle » Dehors, devant le bureau, Élodie restait immobile, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les mots qu'elle venait d'entendre changeaient tout, non seulement son plan de vengeance, mais toute l'histoire qu'elle croyait connaître de sa propre vie. La révélation de son héritage possible laissa Élodie dans un état de choc. Pendant des jours, elle a fouillé sa mémoire à la recherche de signes qu'elle aurait pu manquer, de conversations à moitié oubliées, de documents anciens. Comment son père, un homme simple qui travaillait dans une entreprise de construction, pouvait-il être connecté à l'empire Montclair d'une manière aussi profonde? La routine dans le manoir continuait, mais chaque moment portait désormais un poids différent. Élodie observait Lucas avec un regard neuf, étudiant ses gestes, cherchant en lui des traces de reconnaissance ou de culpabilité. Lui, de son côté, semblait plus présent que jamais, prenant ses repas à la maison plus fréquemment et trouvant toujours des raisons pour de petites conversations. « Élodie », l'appela-t-il un après-midi, alors qu'elle rangeait sa bibliothèque personnelle. « Connais-tu l'histoire de ce manoir ?»« Seulement ce que tout le monde sait, monsieur, » répondit-elle prudente. « Il a été construit il y a 30 ans, lorsque vous avez lancé vos affaires. » Lucas sourit, un sourire différent de l'habituel. Il y avait quelque chose de mélancolique en lui. En réalité, cette maison existe depuis bien plus longtemps. Elle appartenait à l'une des familles les plus traditionnelles de Paris. Les vrais propriétaires, eh bien, ils ont tout perdu. Dans des circonstances tragiques. Le cœur d'Élodie s'accéléra. C'était une histoire douloureusement familière. Ce qui est intéressant avec les grandes fortunes, poursuivit-il en prenant un vieux livre de l'étagère, c'est qu'elles sont rarement ce qu'elles semblent être. Parfois,
Ce que nous voyons comme une réussite n'est que la surface d'une histoire, bien plus complexe. Avant qu'Élodie ne puisse complètement assimiler le sens de ces mots, Sophie entra précipitamment dans la bibliothèque. Mot, c'est pas ici. Monsieur Moncler, le journaliste Julien Moreau est à la réception. Il dit que c'est urgent. L'expression de Lucas changea instantanément. Je ne suis disponible pour personne, répondit-il sèchement. Mais Élodie perçut une note d'inquiétude dans sa voix. Il a dit qu'il avait des informations sur Jean Martin, ajouta Sophie, lançant un regard discret à Élodie. Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Lucas finit par soupirer, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Élodie, s'il te plaît, laisse-nous. » Elle sortit de la bibliothèque, mais ne s'éloigna pas. Cachée derrière une colonne, elle pouvait entendre des fragments de la conversation qui s'ensuivit. Les documents originaux existent toujours. La voix du journaliste était basse mais claire. Le transfert des actions, l'accord avec Jean Martin, tout. « Que veux-tu, Julien ?» La voix de Lucas semblait fatiguée. « La vérité, Moncler. Le public mérite de savoir comment tu as vraiment bâti ton empire, et la jeune fille mérite de savoir ce qui est arrivé à son père. » Élodie retint un soupir. Son téléphone vibra dans sa poche, un message d'un numéro inconnu. « Tout n'est pas ce qu'il semble. Retrouve-moi ce soir à minuit au parc des Buttes-Chaumont. Viens seul. » C'est. Serait-ce Camille? L'assistante de Lucas avait toujours semblé en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Le soir, dans sa chambre de la demeure, Élodie était tiraillée entre la peur et le besoin de réponse. Son ordinateur affichait encore les dernières recherches sur l'opération Chimère, un nom qui apparaissait dans de vieux documents, toujours associé à d'importants mouvements financiers de Moncler Enterprise. Antoine n'avait toujours pas donné de nouvelles, ce qui l'inquiétait. Ces dernières paroles sur Camille résonnaient dans son esprit. À qui pouvait-elle vraiment faire confiance? Dans son bureau, Lucas observait les caméras de sécurité de la demeure. À l'écran, Élodie marchait dans le jardin, apparemment perdue dans ses pensées. Il ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une vieille lettre, l'écriture familière de Jean Martin remplissant la page. « Lucas, si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé. Protège ma fille. Elle est la seule à pouvoir empêcher que la vérité sur l'opération Chimère ne soit révélée. Mais attention, il y a des gens qui feront tout pour utiliser Élodie comme un pion dans leur propre jeu. » Dans le bureau de Laurent International, Pierre Laurent souriait en lisant les derniers rapports. « Alors Moncler ne lui a toujours pas dit, murmura-t-il pour lui-même. « Parfait. Plus il garde ce secret, plus l'impact sera grand lorsque la vérité éclatera. » La nuit tombait sur Paris et Élodie se préparait pour sa mystérieuse rencontre. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit allait non seulement changer sa perception du passé, mais aussi le cours de son avenir et le destin de tous ceux impliqués dans ce jeu complexe de pouvoir et de secret. Le parc des Buttes-Chaumont était pratiquement désert lorsqu'Élodie arriva, quelques minutes avant minuit. Le brouillard typique des nuits parisiennes enveloppait les arbres, créant des ombres mystérieuses sous la lumière des rares lampadaires. Son cœur battait la chamade, partagé entre la prudence et un besoin désespéré de réponse. « Vous êtes venu !» Une voix familière résonna derrière elle. Camille émergea de l'obscurité, mais il y avait quelque chose de différent, dans sa posture toujours professionnelle. « Nous devons parler de votre père. » Élodie sentit son corps se raidir. « Que savez-vous de mon père ?»« Plus que vous ne l'imaginez, » répondit Camille en s'asseyant sur un banc proche. Jean Martin n'était pas un simple employé de l'entreprise de construction. Il était le véritable architecte derrière Moncler Enterprises. La révélation frappa Élodie comme un coup de poing. « C'est impossible. Mon père était un génie financier qui a préféré rester dans l'ombre, » compléta Camille. Lui et Lucas étaient plus que des associés. Ils étaient amis. L'opération Chimère était son idée. Élodie sortit son téléphone, prête à enregistrer la conversation, mais Camille fit un geste négatif. « Pas d'enregistrement. Ce que je vais vous dire pourrait mettre de nombreuses vies en danger. » Pendant près d'une heure, Camille déroula une histoire qui semblait tout droit sortie d'un roman de conspiration. Moncler Enterprises n'était pas née uniquement du talent entrepreneurial de Lucas. Elle avait été construite sur un réseau complexe d'investissements et d'opérations financières conçu par Jean Martin. Son père avait créé un système révolutionnaire d'investissement
quelque chose qui pourrait transformer le marché financier mondial. Mais alors, pourquoi? Élodie commença, sa voix tremblante. Pourquoi ton père a tout perdu? Pourquoi ta famille a été détruite? Camille sourit tristement. Parce que quelqu'un a découvert le véritable potentiel du système. Quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour le posséder. Laurent, murmura Élodie, les pièces commençant à s'assembler. Pierre Laurent était obsédé par le travail de ton père. Il a offert des millions pour les droits du système, mais Jean a refusé. Il croyait qu'un tel pouvoir entre de mauvaises mains serait catastrophique. Un bruit entre les arbres interrompit la conversation. Camille se leva rapidement. « Nous ne sommes pas seuls. Tu dois partir maintenant. Mais avant... » Elle tendit à Élodie une petite clé USB. « Voici tout ce que tu as besoin de savoir. Mais attention, l'homme que tu crois être le médecin de cette histoire pourrait être ta seule protection. » Élodie eut à peine le temps de ranger le dispositif. Des pas se rapprochaient et Camille avait déjà disparu dans l'obscurité. Courant vers sa voiture, elle ne vit pas la silhouette qui l'observait de loin. Pierre Laurent, son téléphone à la main. « L'appât est lancé », dit-il à quelqu'un au bout du fil. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Qu'elle découvre la vérité sur la dernière nuit de Jean Martin. De retour au manoir, Élodie trouva Lucas encore éveillé dans son bureau. Il leva les yeux lorsqu'elle entra comme s'il l'attendait. « Nuit agitée ?» demanda-t-il, son ton décontracté contrastant avec l'intensité de son regard. « Juste une promenade pour éclaircir mes idées », répondit-elle, essayant de contrôler sa respiration encore haletante. « Tu sais, Élodie », Lucas se leva, marchant vers la fenêtre. « Votre père avait l'habitude de dire que la vérité est comme un diamant. Ces différentes facettes peuvent révéler des histoires complètement différentes, selon l'angle sous lequel on la regarde. » La clé USB pesait comme du plomb dans la poche d'Élodie. « Et quelle facette de la vérité êtes-vous en train de me montrer, monsieur Moncler ?» Il se tourna vers elle, ses yeux mêlant tristesse et détermination. « La seule qui puisse vous garder en vie. » Cette même nuit, dans un hôpital privé de Paris, Antoine se réveillait d'un sommeil induit. À ses côtés, une infirmière ajustait la perfusion tandis qu'il essayait de rassembler ses souvenirs confus. La dernière chose dont il se souvenait était d'avoir découvert quelque chose de choquant à propos de Camille. Quelque chose qui changeait complètement la donne. Dans l'appartement d'Élodie, son ordinateur portable restait allumé, l'écran affichant un dossier récemment découvert dans les archives de Moncler Enterprise. Le titre du dossier était simplement « Projet Phénix », un nom qui ne signifiait encore rien pour elle, mais qui se révélerait bientôt être la clé de tous les mystères. La clé USB que Camille avait remise à Élodie brûlait dans ses mains tandis qu'elle fixait l'écran de l'ordinateur. Après plusieurs tentatives, elle avait finalement réussi à accéder à son contenu. Des dizaines de dossiers, tous liés au mystérieux projet Phénix. Les fichiers révélaient une opération financière d'une ampleur inimaginable, capable de restructurer tout le système bancaire mondial. « Mon Dieu, papa, dans quoi t'es-tu fourré ?» murmura-t-elle pour elle-même, tandis que ses yeux parcouraient les documents. Les équations et les codes étaient bien trop complexes pour qu'elle les comprenne. Mais une chose était claire, son père avait créé quelque chose de révolutionnaire. Un fichier en particulier attira son attention. Un échange de courriels entre Jean Martin et Lucas Moncler, datant de quelques jours avant la tragédie. « Lucas, le projet Phénix est achevé. L'algorithme fonctionne parfaitement, mais je crains que Laurent n'ait découvert plus qu'il ne devrait. Nous devons accélérer le processus. Si quelque chose m'arrive, vous savez quoi faire. Jean. » La réponse de Lucas était brève. « Gardez Élodie en sécurité. J'ai déjà tout prévu. » Le bruit de coups à sa porte la fit sursauter. C'était Sophie, avec une expression inquiète sur le visage. « Élodie, monsieur Moncler demande votre présence au bureau. Cela semble urgent. » Sur le chemin du bureau, Élodie remarqua une agitation inhabituelle dans le manoir. Des gardes supplémentaires patrouillaient les couloirs et elle pouvait entendre des voix exaltées provenant de la salle de réunion. Lucas l'attendait debout, regardant par la fenêtre. À ses côtés, à la surprise d'Élodie, se tenait Pierre Laurent. « Ah, la jeune Martin !» sourit Laurent, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ou devrais-je dire l'héritière du projet Phénix ?» Élodie sentit son sang se glacer. Comment savait-il pour le projet? « Ça suffit, Laurent, » intervint Lucas, sa voix tranchante. « Vous n'avez pas le droit. »« Le droit ?» rit Laurent. « Intéressant que vous parliez de droit, Moncler.
Pourquoi ne lui dites-vous pas les véritables droits du projet? Comment vous et Jean avez tout planifié? Élodie observait l'échange entre les deux hommes, son cœur battant de plus en plus fort. Lucas semblait sur le point de répondre lorsque son téléphone sonna. En vérifiant le message, son visage pâlit. « Nous devons reporter cette conversation », déclara-t-il rangeant son téléphone. « Élodie, restez au manoir aujourd'hui, c'est pour votre sécurité. »« Je ne suis plus une enfant à protéger », répondit-elle, des années de ressentiment émergeant dans sa voix. « Je veux connaître la vérité, toute la vérité. » C'est alors que Camille fit irruption dans le bureau, essoufflé. « Monsieur Monclerc, Antoine s'est réveillé, et il demande à parler à Élodie. Il dit que c'est à propos du projet Phénix. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent fut le premier à se manifester, sa voix désormais dépourvue de toute prétention de cordialité. « Il semble que notre petit jeu touche à sa fin, n'est-ce pas, Monclerc ?» Lucas s'avança jusqu'à son bureau et ouvrit un tiroir verrouillé. De l'intérieur, il sortit une enveloppe scellée portant le nom d'Élodie. « Je comptais te remettre cela à un moment plus approprié, mais je crois que nous n'avons plus ce luxe. » Avant qu'il ne puisse lui remettre l'enveloppe, cependant, un grondement secoua le manoir. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité soudaine, Élodie sentit quelqu'un saisir son bras. « Viens avec moi », murmura Camille à son oreille. Maintenant, à travers l'obscurité, Élodie fut guidée à travers des couloirs dont elle ignorait même l'existence dans le manoir. Derrière elle, elle pouvait entendre des voix agitées et des pas précipités. Quelque part, une sirène se mit à retentir. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'elle descendait un escalier qui semblait mener au sous-sol du manoir. « À l'endroit où le projet Phénix est vraiment en sécurité », répondit Camille, en tapant un code sur une porte hautement sécurisée. « L'endroit où ton père a gardé la vérité toutes ces années. » La porte s'ouvrit avec un sifflement, révélant une salle remplie de serveurs et d'écrans. Sur l'un des écrans, un symbole clignotait sans cesse, un phénix stylisé, identique, au pendentif qu'Élodie portait depuis son enfance, un cadeau de son père qu'elle ne comprendrait jamais vraiment avant ce moment. La salle des serveurs bourdonnait d'une énergie propre, les lumières des équipements clignotant comme des étoiles artificielles dans la pénombre. Élodie observait, stupéfaite, tandis que Camille se déplaçait avec aisance entre les ordinateurs, ses doigts volant sur les claviers. « Ton père a construit cet endroit », expliqua Camille sans quitter les écrans des yeux. « Un bunker numérique, pratiquement impénétrable. Le cœur du projet Phénix est ici. »« Comment sais-tu autant de choses sur tout cela ?» demanda Élodie, sa voix tremblant légèrement. Camille s'arrêta un instant, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Parce que je travaillais avec ton père, Élodie. J'étais son assistante avant de travailler pour Lucas. Jean-Martin était plus qu'un génie, c'était un visionnaire. À l'étage supérieur, il pouvait entendre le chaos s'installer. Des voix élevées et des pas précipités résonnaient à travers le système de ventilation. « Qu'est-ce que c'est exactement le projet Phénix ?» insista Élodie, tandis que Camille continuait à taper frénétiquement. « C'est un algorithme révolutionnaire », répondit une voix depuis la porte. C'était Lucas, essoufflé. Son costume, impeccable maintenant froissé. Un système capable de démocratiser le marché financier mondial, en retirant le pouvoir des grandes banques et en le rendant aux gens. C'est pour ça que Laurent est si intéressé, compléta Camille. Avec le projet Phénix, il pourrait contrôler tout le système financier mondial. Élodie toucha instinctivement le pendentif à son cou. Et mon père, quel était son rôle dans tout ça? Lucas s'approcha, son regard s'adoucissant en la voyant. Jean était l'architecte de tout cela. Il a créé l'algorithme, mais il savait qu'il était trop dangereux pour tomber entre de mauvaises mains. C'est pourquoi il a divisé le code en plusieurs parties. Le pendentif, murmura Élodie, comprenant enfin. C'est l'une des clés, n'est-ce pas? Un fracas au-dessus. Deux interrompit la conversation. La voix de Laurent résonna dans le système de communication du manoir. « Monclerc, je sais que vous êtes en bas. On fait ça à l'amiable ou à la dure ?» Élodie. Lucas se tourna vers elle, sa voix pressante. « Tu dois connaître la vérité sur cette nuit. Ton père n'a pas été victime d'un accident. Il a découvert que Laurent planifiait de voler le projet et vous avez tout orchestré. » Une nouvelle voix l'interrompit. «
Antoine se tenait debout à la porte, appuyé sur une canne, son visage encore pâle de son hospitalisation. « Élodie, ne les crois pas. Montclair et ton père ont tout planifié ensemble. »« Antoine ?» Élodie fit un pas vers lui, mais Camille la retint. « Non !» cria Camille. « Il travaille pour Laurent. » Le chaos s'installa dans la pièce. Antoine sortit une arme, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les lumières s'éteignirent complètement. Dans le noir, Élodie sentit quelqu'un tirer son bras. « La clé USB, » murmura Camille à son oreille. « Utilise-la avec le pendentif. Ton père a laissé des instructions. » Un éclair soudain illumina la pièce. Quand la lumière revint, Élodie se retrouva seule avec Lucas. Camille avait disparu et Antoine était effondré près de la porte, inconscient. « Nous devons achever ce que ton père a commencé, » dit Lucas en verrouillant la porte. Le projet Phénix n'a jamais été qu'une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de justice. Élodie inséra la clé USB dans l'un des ordinateurs. Ses mains tremblantes. À l'écran, un message apparut. « Ma chère fille, si tu lis ceci, cela signifie que le moment est venu. Le pendentif que je t'ai donné contient plus que des souvenirs. Il détient la clé pour achever le projet Phénix. Lucas a promis de te protéger jusqu'à ce moment. Maintenant, le choix t'appartient. Le pouvoir de changer le monde est entre tes mains. » Avec amour, père. Des larmes coulaient sur le visage d'Élodie, tandis qu'elle serrait le pendentif. De l'autre côté de la porte, on pouvait entendre Laurent et ses hommes s'approcher. Le temps était compté, et elle devait faire un choix, qui changerait non seulement sa vie, mais aussi le destin de millions de personnes. Le bruit des pas et des voix se rapprochait de plus en plus de la salle des serveurs. Élodie regardait alternativement le pendentif dans ses mains et l'écran de l'ordinateur, où le message de son père brillait encore. À ses côtés, Lucas tapait frénétiquement sur un autre terminal. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit-il, ses doigts volant sur le clavier. « Laurent a des gens à tous les niveaux du système financier. S'il met la main sur le projet Phénix, ce sera la fin de l'économie telle que nous la connaissons. »« Pourquoi te fier à toi ?» demanda Élodie, la voix étranglée. « Tu m'as caché des secrets pendant toutes ces années. » Lucas cessa de taper et la regarda, ses yeux chargés d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Parce que ton père m'a fait confiance. La nuit où tout s'est passé, il m'a fait promettre 2 choses. Te protéger et m'assurer que le projet ne serait activé que lorsque tu serais prête. » Un coup violent à la porte les fit sursauter. La voix de Laurent résonna à travers le métal renforcé. « Vous avez 1 minute pour ouvrir, ou nous entrons de force. » Élodie, Lucas s'approcha d'elle, sa voix urgente mais douce. « Ton père savait que ce moment arriverait. Le pendentif, il contient plus qu'une clé numérique. C'est la preuve ultime de tout. » Avec des mains tremblantes, Élodie examina le pendentif de plus près. Après des années passées autour de son cou, elle n'avait jamais remarqué qu'il pouvait s'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une minuscule puce et un morceau de papier plié. « C'est impossible », murmura-t-elle en lisant le papier. C'était une confession détaillée, écrite par son père, révélant tout le plan de Laurent pour voler le projet. Tout ce temps, ton père savait que Laurent viendrait après lui, expliqua rapidement Lucas. Il a divisé le projet en 3 parties. L'algorithme de base sur les serveurs, la clé d'activation sur la clé USB et le code d'authentification sur la puce. Sans les 3 éléments, il est impossible d'accéder au système. À la porte, le bruit d'outils électriques indiquait que le temps était compté. Élodie regarda Antoine, toujours inconscient, et sentit son cœur se serrer. Des années d'amitié et de confiance, toutes basées sur un mensonge. « Pourquoi, Antoine ?» demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Laurent l'a recruté juste après le départ de ton père, » répondit Lucas, choisissant ses mots avec soin. « Il savait que tu finirais par enquêter, alors il a placé quelqu'un près de toi. » Un morceau de la porte commença à céder. Élodie prit sa décision. Avec des gestes rapides, elle connecta le pendentif à l'ordinateur et inséra la clé USB. « Quand j'étais petite, » dit-elle en tapant des commandes, « mon père disait toujours que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la capacité à faire ce qui est juste. » L'écran principal s'illumina d'une série de codes et de diagrammes. Le projet Phénix s'éveillait. Lucas regardait émerveillé tandis que des années de travail de Jean Martin prenaient une vie. « C'est plus complexe que nous ne l'imaginions, » murmura-t-il en analysant les données. « Ton père n'a pas simplement créé un système financier alternatif.
Il a construit un mécanisme de transparence totale. Avec cela activé, il sera impossible de cacher des transactions illégales ou des détournements d'argent. La porte céda enfin. Laurent entra, suivi de plusieurs hommes armés. Son sourire triomphant se figea en voyant les écrans. « Non !» cria-t-il, se précipitant vers les ordinateurs. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. »« Au contraire, » répondit Élodie, sa voix ferme. « Pour la première fois, je sais exactement ce que je fais. » Avec une dernière commande, elle activa le protocole principal. Les écrans se mirent à clignoter rapidement, les données s'écoulant comme une cascade numérique. Dans les banques et institutions financières du monde entier, des alarmes commencèrent à retentir. « Qu'est-ce qui se passe ?» exigea Pierre Laurent, son visage pâlissant. « Justice !» répondit simplement Lucas. « Le projet Phénix expose toutes vos opérations illégales, Laurent. Chaque centime détourné, chaque compte secret, chaque pot de vin. » À ce moment-là, Camille réapparut à la porte, accompagné d'agents fédéraux. « Pierre Laurent, » annonça l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour crimes financiers et conspiration. » Alors que Laurent était emmené, protestant et menaçant, Élodie réalisa que ses mains avaient cessé de trembler. À la place de la peur et de la colère qu'il avait consumées pendant des années, elle ressentait une étrange paix. Elle comprenait enfin que son père n'avait pas laissé seulement un héritage technologique. Il lui avait donné les outils pour faire la différence dans le monde. Dans les semaines qui suivirent l'activation du projet Phénix, le monde financier fut secoué par une vague de révélations sans précédent. Le système créé par Jean Martin fonctionnait comme un phare de transparence, illuminant des décennies de transactions obscures et d'accords secrets. Élodie observait tout depuis le sommet de la Tour Étoile, occupant désormais une position qu'elle n'aurait jamais imaginée pour elle-même. La presse la surnommait l'héritière de l'Empire Montclair, mais elle savait que son véritable héritage allait bien au-delà des fortunes et des entreprises. « C'est encore étrange d'être ici », commenta-t-elle à Lucas, qui rangeait des documents sur son ancien bureau. « Pendant des années, je regardais cet immeuble de loin planifiant une vengeance contre le mauvais homme. » Lucas sourit, ce sourire qu'elle reconnaissait maintenant comme véritablement paternel. « Votre père serait fier. Vous n'avez pas seulement achevé son projet, vous l'avez perfectionné. » C'était vrai. Ces derniers jours, Élodie s'était plongée profondément dans le code du projet Phénix, développant de nouvelles couches de protection et des fonctionnalités que même son père n'avait pas prévues. Ses connaissances en programmation, acquises au fil des années d'enquête, servaient désormais un but plus grand. « Mademoiselle Martin », Camille entra dans la pièce avec sa tablette. « La visioconférence avec les régulateurs internationaux est prévue pour 14 heures et... » Elle hésita brièvement. « Antoine demande à vous voir. » Élodie sentit son cœur se serrer. Après sa convalescence à l'hôpital, Antoine avait tout avoué. Comment Laurent l'avait approché peu après la tragédie, lui offrant des informations sur le prétendu rôle de Montclair. Des années de manipulation avaient transformé un jeune idéaliste en une pièce dans un jeu bien plus vaste que lui. « Allez-vous le voir ?» demanda doucement Antoine. « Oui », répondit Élodie après un moment. « Pas pour lui, mais pour moi. J'ai besoin de comprendre, besoin de tourner la page. » Sophie apparut à la porte, son expression sérieuse adoucie par un léger sourire. « La voiture est prête, ma chère, et il y a autre chose que tu dois voir. » Dans la salle de réunion principale, Sophie alluma le projecteur. Sur l'écran apparut une vieille vidéo, clairement enregistrée en secret. On y voyait Antoine et Jean Martin discuter dans un bureau qu'Élodie reconnut comme étant celui de l'ancienne maison de son père. C'est une semaine avant... Sophie ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Dans la vidéo, son père parlait avec enthousiasme. Le projet Phénix ne concerne pas seulement l'argent, Antoine. Il s'agit de créer un monde plus juste pour Élodie et pour toutes les personnes qui ont été lésées par ce système corrompu. « Mais, et les risques, Jean ?» demandait Antoine dans la vidéo, inquiet. « Laurent ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi nous devons agir maintenant, » répondit Jean, sa voix empreinte d'une urgence qu'Élodie n'oublierait jamais. « Si quelque chose m'arrive, promets-moi de la protéger. Promets-moi d'attendre qu'elle soit prête. » La vidéo s'arrêta là, mais son impact résonna dans la pièce. Élodie essuya une larme discrète, tandis qu'Antoine posait une main douce sur son épaule. « Ton père savait que ce jour viendrait, dit-il doucement. Il
Il savait que tu serais capable de terminer ce qu'il avait commencé. Camille tout sauta discrètement. « Excusez-moi, mais je pense que vous allez vouloir voir ça. » Elle alluma l'écran principal, réglé sur une chaîne d'information. Le titre fit retenir leur souffle à tous. Le projet Phénix révèle qu'un système mondial de corruption. Pierre Laurent et plusieurs dirigeants sont inculpés. « Ce n'est pas fini, » déclara Élodie d'une voix ferme. Le projet de mon père allait au-delà de la simple exposition de criminels. Il s'agissait de créer un système véritablement juste et transparent. Lucas hocha la tête, fier. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous à la tête. De tout cela. Non pas comme ma successeur, mais comme la leader que votre père a toujours su que vous seriez. Élodie marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait à l'infini. Quelque part en bas, un nouvel ordre financier était en train de naître. L'héritage de son père n'était pas celui de la vengeance ou de la destruction, mais de la transformation et de l'espoir. « Tu sais, dit-elle en touchant le pendentif à son cou, je crois que je comprends enfin pourquoi il a choisi le nom Phénix pour le projet. Ce n'est pas une question de destruction, c'est une question de renaissance. » Sophie sourit, ses yeux brillants de larmes retenues, et de faire les bons choix, même lorsqu'ils sont les plus difficiles. Le soleil de l'après-midi baignait Paris, de tons dorés, comme si la ville elle-même célébrait le début d'une nouvelle ère. Élodie savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, de nombreux défis à relever. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement en paix avec son passé et pleine d'espoir pour l'avenir. L'automne parisien peignait la ville de tons dorés lorsqu'Élodie entra dans la salle de réunion de Montclair, Enterprises pour sa première assemblée, en tant que présidente du conseil. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'activation du projet Phénix, et le monde des affaires s'adaptait encore aux changements sismiques qu'il avait provoqués. Les chiffres du 3e trimestre ont dépassé toutes les attentes, présentait Camille, faisant défiler des diapositives sur l'écran. La transparence totale mise en place par le système a augmenté la confiance des investisseurs de 300%. Élodie observait les visages autour de la table, certains familiers, d'autres nouveaux. Lucas, occupant désormais un poste consultatif, souriait discrètement. Il avait surpris tout le monde en annonçant sa retraite de la présidence, déclarant publiquement que l'entreprise avait toujours appartenu, de droit, à la fille de Jean Martin. « Et les enquêtes internationales ?» demanda l'un des conseillers les plus anciens. « La coopération avec les autorités se poursuit », répondit Élodie d'une voix ferme. « Le projet Phénix a déjà identifié et bloqué plus de 50 milliards de ressources d'origine illicite. Chaque centime sera restitué à son pays d'origine. » La porte s'ouvrit doucement et Sophie entra avec une expression pressante. « Excusez-moi de vous interrompre, mais il est là. » Élodie sentit son cœur s'accélérer légèrement. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. « Pouvons-nous faire une pause de 15 minutes ?» Dans la salle d'attente, Antoine attendait, ses mains agitées trahissant son nervosité. Il avait maigri et ses yeux portèrent le poids de ses choix. « Tu es venu pour dire au revoir ?» déclara Élodie. « Ce n'était pas une question. »« Je vais témoigner dans le procès contre Laurent, » répondit-il, sa voix basse. « Après, eh bien, je pense que j'ai besoin d'un nouveau départ. » Élodie hocha la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. « Tu sais, pendant des années, j'ai pensé que la vengeance était la seule façon d'honorer la mémoire de mon père. Mais maintenant, je comprends que le véritable hommage est de construire quelque chose de positif à partir de la douleur. » « Ton père serait fier, » dit Antoine, des larmes non versées dans ses yeux. « Je suis désolé, Élodie. Pour tout. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Et j'espère que tu trouveras ton chemin, Antoine. » Vraiment. De retour dans la salle de réunion, Lucas l'attendait avec des nouvelles importantes. La Banque de France a approuvé la mise en œuvre du système Phénix dans tout le réseau bancaire national. D'autres pays ont déjà manifesté leur intérêt. Élodie sourit, pensant à quel point son père aurait été heureux de voir son rêve se réaliser à l'échelle mondiale. Le projet Phénix devenait exactement ce qu'il avait imaginé, un outil de transformation sociale. Mademoiselle Martin, Camille attira son attention. Il y a encore une chose que vous devez voir. Sur l'écran principal, un reportage en direct apparut. Pierre Laurent était officiellement inculpé. Les images montraient l'ancien magnate, désormais dépourvu de son air de supériorité habituel, escorté par les autorités. « Ironique », commenta Lucas.
Il a passé des années à essayer de voler le projet Phénix, sans jamais en comprendre le véritable but. Et quel était-il ? Demanda l'un des nouveaux conseillers. Élodie toucha instinctivement le pendentif à son cou, désormais un symbole non plus de perte mais de transformation. Le changement, répondit-elle, non pas par la destruction ou la vengeance, mais par la transparence et la justice. L'après-midi avançait sur Paris et Élodie se retrouva à nouveau devant la baie vitrée du bureau qui avait autrefois appartenu à Lucas. Sur son bureau, une vieille photo montrait son père et Lucas, jeunes et souriants, devant le premier bureau de Montclair Enterprise. « Parfois, je me demande, » dit-elle à Lucas, qui était resté dans la pièce, « s'il savait que tout se passerait ainsi. » « Votre père était un visionnaire, » répondit Lucas en s'approchant. « Il savait que le monde devait changer, et que ce changement ne viendrait qu'à travers la prochaine génération, à travers vous. » Un employé entra précipitamment avec des nouvelles. D'autres pays commençaient à mettre en œuvre des protocoles basés sur le projet Phénix. Une révolution silencieuse était en cours dans le système financier mondial. « Vous savez ce qui est drôle ?» commenta Élodie, un sourire doux aux lèvres. « J'ai passé tellement de temps à chercher la vengeance que j'ai failli rater la chance de créer quelque chose de vraiment significatif. » Sophie, qui venait d'entrer dans la pièce, sourit avec sagesse. « Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver, ma chère. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris de teintes roses et dorées. Élodie contemplait la ville qu'elle aimait tant, songeant à la manière dont les choix que nous faisons peuvent changer non seulement nos vies, mais le monde entier. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda Camille, en organisant l'agenda du lendemain. Élodie sourit, ses yeux brillants de détermination. « Maintenant, nous allons réaliser le rêve de mon père. Nous allons construire un monde plus juste, un système financier à la fois. » Le printemps était arrivé à Paris, apportant des changements qui allaient bien au-delà des fleurs dans les jardins de la résidence Montclair. 6 mois après la mise en œuvre du projet Phénix, le système financier mondial s'était transformé de manière que même Jean Martin n'aurait pu l'imaginer. Élodie était dans son bureau, au sommet de la Tour Étoile, en train de relire les derniers rapports lorsque Lucas frappa doucement à la porte. « Tu es occupé ?» demanda-t-il, portant une vieille boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue. « Pour toi, jamais », répondit-elle en souriant, réalisant à quel point sa relation avec Lucas avait évolué. L'homme qu'elle avait un jour considéré comme son ennemi était désormais l'une des personnes en qui elle avait le plus confiance. « J'ai trouvé ça dans l'ancien bureau de ton père », expliqua-t-il en posant la boîte sur la table. « Je pense qu'il est temps que tu aies ça. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient des dizaines de lettres, de photos et de documents. Élodie prit une photo qui montrait son père, jeune et souriant, aux côtés de Lucas, devant une petite pièce modeste. « Notre premier bureau », expliqua Lucas, sa voix empreinte de nostalgie. « Nous étions juste 2 rêveurs avec une idée folle de changer le monde. »« Et vous l'avez changé », répondit doucement Élodie, en parcourant d'autres documents. Elle trouva une enveloppe adressée à elle, l'écriture de son père instantanément reconnaissable. « Chère Élodie, si tu lis ceci, cela signifie que le projet Phénix a enfin abouti. Mais plus important encore, cela signifie que tu as découvert la vérité, non pas à travers la vengeance ou la destruction, mais à travers la compréhension et la croissance. Lucas a promis de te protéger et de te guider jusqu'à ce moment. Je sais que cela a dû être difficile pour toi de lui faire confiance, surtout avec toutes les apparences contre lui, mais parfois nous devons tout perdre pour trouver notre véritable force. Le projet Phénix n'a jamais été qu'une question de transparence financière. Il s'agissait de transformation des institutions, des personnes, du monde, et surtout, il s'agissait de toi, ma fille, de ton potentiel à faire la différence que je n'ai jamais pu faire. Avec un amour éternel, ton père. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Élodie alors qu'elle terminait sa lecture. Lucas posa doucement une main sur son épaule. « Il avait raison à ton sujet, dit-il avec douceur. Tu n'as pas seulement achevé le projet, tu l'as élevé à un niveau qu'il n'aurait même pas imaginé possible. » Camille entra dans la pièce avec sa tablette, mais s'arrêta en remarquant le moment intime. « Désolé, je peux revenir plus tard. »« Non, s'il te plaît. » Élodie essuya ses yeux en souriant. « Quelles sont les nouvelles ?» Le programme de transparence financière a été approuvé à l'unanimité par l'ONU, rapporta Camille enthousiaste.
Le projet Phoenix servira de base à un nouveau système financier mondial. Elodie prit une autre photo dans la boîte. Celle-ci la montrait enfant, assise sur les genoux de son père pendant qu'il travaillait sur son ordinateur. Parfois, je me demande s'il savait que tout cela se passerait ainsi. Ton père était un homme extraordinaire, commenta Sophie en entrant dans la pièce avec un plateau de café. Il voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient pas que des obstacles. Et toi, Elodie, ajouta Lucas, tu as hérité non seulement de son projet, mais aussi de sa vision et de son cœur. Le doux bruit de la pluie commença à tomber sur Paris, un rideau argenté brouillant la vue de la ville depuis la baie vitrée. Elodie se leva et marcha jusqu'à la vitre, contemplant la métropole qui avait été le théâtre de tant de transformations dans sa vie. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» réfléchit-elle en touchant le pendentif à son cou. « Comment le destin nous emmène par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Je suis venu chercher la vengeance et j'ai trouvé un but. Je suis venu détruire et j'ai fini par construire quelque chose de plus grand que nous tous. » Lucas s'approcha, s'arrêtant à ses côtés. « Ton père disait souvent que les plus grandes transformations commencent par de petits actes de courage. Et de pardon, compléta Elodie avec un léger sourire. À ce moment, Camille reçut une notification sur sa tablette. « Elodie, la visioconférence avec les dirigeants du G20 est sur le point de commencer. Ils veulent discuter de la prochaine phase du projet Phoenix. » Elodie hocha la tête, ajustant son blazer et redressant sa posture. Elle n'était plus la jeune femme animée par la vengeance, ni la gouvernante infiltrée en quête de justice. C'était une leader, une visionnaire, la fille de Jean Martin, poursuivant et élargissant son héritage. « Montrons au monde, déclara-t-elle, sa voix portant la même détermination qui avait un jour caractérisé son père, que la transparence et la justice ne sont pas seulement des idéaux, elles sont l'avenir. » Un an exactement s'était écoulé depuis l'activation du projet Phoenix. Le soleil de fin d'après-midi baignait le sommet de la Tour Étoile, où Elodie observait la ville qui avait été le théâtre de sa transformation personnelle. Le Ticran, Paris qui s'étendait devant elle était le même, mais son regard sur elle avait complètement changé. La porte de son bureau s'ouvrit et Lucas entra accompagné de Camille et Sophie. C'était un moment spécial, l'inauguration officielle de la Fondation Jean Martin, un institut dédié à promouvoir la transparence et la justice sociale grâce à la technologie. « Tout est prêt en bas », informa Camille, consultant sa tablette. Les invités ont commencé à arriver. Elodie ajusta le pendentif à son cou, non plus un réceptacle de secrets, mais un symbole de transformation et d'espoir. « C'est encore difficile de croire à tout ce qui s'est passé cette dernière année », commenta-t-elle, souriant doucement. « Ton père serait fier, » dit Sophie, ses yeux brillants de larmes retenues. « Pas seulement pour le succès du projet Phoenix, mais pour la personne que tu es devenue. » Lucas s'approcha de la fenêtre, s'arrêtant à côté d'Elodie. « Tu sais, Jean disait toujours que le véritable héritage d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle construit, mais dans les vies qu'elle touche. » « Et combien de vies ont été touchées ?» commenta Camille, montrant les dernières statistiques sur sa tablette. Le projet Phoenix a déjà aidé à récupérer des milliards en ressources détournées, finançant des projets sociaux à travers le monde. Elodie sourit, se rappelant le long chemin parcouru. « C'est drôle comme la vie nous surprend. Je suis venu chercher la vengeance et j'ai trouvé un but plus grand. Je suis venu pour détruire et j'ai fini par construire quelque chose qui va bien au-delà de moi. » Le son de l'ascenseur annonça l'arrivée d'un visiteur spécial. Antoine entra dans la pièce, plus mince et avec un air serein qu'Elodie n'avait pas vu depuis des années. Après avoir purgé sa peine réduite pour collaboration, il s'était consacré à travailler avec des jeunes en situation de vulnérabilité. « J'ai pensé que tu aimerais récupérer ceci, » dit-il, tendant à Elodie une enveloppe jaunie. C'était l'ancienne photo d'elle avec ses parents, celle qui avait si longtemps nourri son désir de vengeance. « Merci, » répondit-elle, étudiant l'image avec un regard neuf. « Mais tu sais, je n'en ai plus besoin pour me souvenir. Maintenant, je porte les souvenirs d'une manière différente. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris de teintes roses et dorées. En bas, l'auditorium de Montclair Enterprises se remplissait de monde. Des leaders d'entreprise, des activistes sociaux, de jeunes entrepreneurs, tous réunis pour célébrer le début d'une nouvelle ère. « Il est temps », annonça doucement. « Camille !»
Élodie respira profondément, ajustant son blazer. Dans ses yeux, la même détermination qui avait un jour caractérisé son père, mais maintenant tempérée par la sagesse et la compassion. « Avant de descendre, dit Lucas, il y a quelque chose que ton père aurait voulu que tu aies. » Il tendit à Élodie une petite clé USB. Ce sont ses plans originaux pour l'avenir du projet Phénix. Des idées qui sont peut-être maintenant prêtes à être mises en œuvre. Élodie tint la clé USB avec révérence, sentant le poids symbolique de ce petit objet. Il n'a jamais cessé de rêver d'un monde meilleur, n'est-ce pas? Jamais, confirma Lucas. Et maintenant tu réalises ses rêves d'une manière qu'il n'aurait même pas imaginé possible. Dans l'auditorium bondé, Élodie monta sur scène en ressentant une émotion différente de tout ce qu'elle avait jamais éprouvé. Elle n'était plus la jeune fille motivée par la douleur, ni la femme consumée par la vengeance. Elle était quelqu'un qui avait enfin trouvé son véritable « but ». Il y a 1 an, commença-t-elle son discours, le monde financier a été transformé par le projet Phénix. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer des chiffres ou des réalisations technologiques. Nous sommes ici pour honorer un rêve. Le rêve d'un homme qui croyait que la transparence et la justice pouvaient transformer le monde. Pendant qu'elle parlait, des images étaient projetées sur l'écran géant. Des écoles construites avec des ressources récupérées, des communautés transformées, des jeunes réalisant leurs rêves. Le projet Phénix était devenu bien plus qu'un système financier. C'était un mouvement de transformation globale. Après l'événement, alors que la nuit était tombée, Élodie retourna à son bureau. Sur le mur, un nouveau tableau avait été installé, la première page du code du projet Phénix encadrée avec la phrase que son père répétait si souvent « Le vrai changement commence par un rêve ». Lucas la trouva contemplant la ville nocturne. « Ton père avait raison à ton sujet, dit-il doucement. Tu n'as pas seulement poursuivi son héritage, tu l'as transformé en quelque chose de plus grand encore. » Élodie sourit, touchant une dernière fois le pendentif à son cou. Cet objet qui avait si longtemps porté le poids des secrets et de la vengeance symbolisait maintenant quelque chose de différent. L'espoir, la transformation, un nouveau départ. « Tu sais, Lucas, dit-elle en observant les lumières de la ville qui ne dormait jamais, je crois que j'ai enfin compris ce que mon père voulait dire à propos du Phénix. Il ne s'agit pas des cendres du passé, il s'agit de ce que nous choisissons de construire à partir d'elles. » Le vent nocturne soufflait doucement par la fenêtre entr'ouverte, apportant avec lui le parfum de la ville et la promesse de nouveaux commencements. Élodie savait que son voyage ne s'arrêtait pas là. En réalité, il ne faisait que commencer. Mais maintenant, elle avançait non plus poussée par la douleur ou le désir de vengeance, mais par la certitude de son but. Sur son bureau, l'ordinateur affichait encore la dernière mise à jour du système Phénix, un code qui continuait d'évoluer, de grandir, de se transformer. Tout comme elle-même s'était transformée, passant d'une justicière en quête de vengeance à une bâtisseuse de ponts entre le passé et l'avenir, entre la douleur et l'espoir, entre les rêves de son père et les possibilités infinies qui s'ouvraient désormais devant elle. Le projet Phénix, tout comme l'oiseau mythologique qui lui avait prêté son nom, était rené de ses cendres pour devenir quelque chose de plus puissant et de plus significatif que quiconque aurait pu l'imaginer. Et avec lui, Élodie était également renaissante, non pas comme une héritière d'empire ou une justicière, mais comme gardienne d'un héritage de transformation qui continuerait à toucher des vies pour les générations à venir.